Imaginez un instant que vous puissiez doubler votre récolte de tomates, diviser par 3 votre consommation d'eau et ne plus jamais avoir à passer des heures à désherber sous un soleil de plomb. Ça ressemble à une promesse de publicité un peu trop belle pour être vraie, n'est-ce pas? Pourtant, aux 4 coins de la France, des jardiniers passionnés sont en train de ressortir des vieux placards une méthode qui avait presque disparu, une technique qui date des années 60 et qui, en pleine crise climatique, s'avère être la solution miracle que nous avions tous oubliée. Ce n'est pas une invention de laboratoire, c'est un secret de bon sens que nos grands-parents commençaient tout juste à explorer avant que l'ère du tout chimique ne vienne tout balayer sur son passage. Aujourd'hui, on va plonger dans cette révolution verte qui fait trembler les habitudes établies. Préparez vos gants et votre curiosité, car ce que je vais vous révéler va radicalement changer votre vision du potager dès la prochaine saison. Pour comprendre pourquoi cette technique fait un retour fracassant, il faut d'abord regarder ce qui cloche dans nos jardins actuels. On a pris l'habitude de voir un sol nu comme un signe de propreté. On gratte, on bine, on laisse la terre à découvert, pensant que c'est ainsi qu'elle respire le mieux. Erreur totale. Dans la nature, le sol n'est jamais nu. Si vous laissez un morceau de terre sans rien, la nature s'empresse de le couvrir avec ce qu'on appelle maladroitement des mauvaises herbes. Dans les années 60, une poignée de chercheurs et de jardiniers visionnaires ont compris que le secret d'une terre fertile ne résidait pas dans ce qu'on lui ajoutait en bouteille, mais dans la manière dont on protégeait sa surface. C'est là qu'est née l'idée de la couverture permanente ultra structurée, une approche qui va bien au-delà du simple paillage que l'on connaît aujourd'hui. Pourquoi les années 60 ? C'était une époque charnière. D'un côté, l'agriculture industrielle explosait, mais de l'autre, des figures comme Jean Pain en France ou Ruth Stout aux États-Unis commençaient à prêcher dans le désert. Ils observaient la forêt. Personne n'arrose la forêt. Personne ne met d'engrais dans la forêt. Et pourtant, c'est là que la végétation est la plus dense et la plus vigoureuse. Pourquoi ? Parce que la litière forestière est un réacteur biologique incroyable. La technique dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'art de recréer cette litière en plein milieu de votre potager, mais avec une précision quasi chirurgicale pour booster la croissance de vos légumes. Entrons dans le vif du sujet. Cette méthode repose sur 3 piliers fondamentaux que les jardiniers français redécouvrent avec émerveillement. Le premier pilier, c'est l'arrêt total du travail du sol profond. Dans les années 60, on a commencé à comprendre que retourner la terre, c'était un peu comme passer un mixeur dans un immeuble d'habitation. Vous détruisez les étages, vous mélangez les voisins du 5e avec ceux du rez-de-chaussée, et au final, plus rien ne fonctionne. La vie du sol est organisée en couches très précises. En surface, les organismes qui ont besoin d'oxygène. Plus bas, ceux qui préfèrent l'obscurité et les milieux confinés. Quand vous passez la motobineuse, vous provoquez un chaos biologique. Les jardiniers qui réussissent aujourd'hui ont compris cela. Ils déposent leurs outils de retournement et les remplacent par quelque chose de beaucoup plus puissant. La biologie. Le deuxième pilier, c'est l'apport massif de carbone sous une forme très spécifique. On ne parle pas ici de mettre 3 tonnes de pelouse qui vont pourrir à la première pluie. On parle d'un mélange de matières brunes et vertes, souvent appelé à l'époque compost de surface ou paillis complexe. L'idée est de nourrir non pas la plante, mais les travailleurs du sol. C'est là que le changement de paradigme est total. Au lieu de vous demander de quoi votre tomate a besoin, vous vous demandez de quoi vos vers de terre et vos champignons ont besoin. Si les ouvriers de votre sol sont bien nourris et heureux, ils vont préparer pour vos plantes un cocktail de nutriments qu'aucun engrais du commerce ne pourra jamais égaler. C'est une forme de délégation de service. Vous devenez le chef d'orchestre, et la nature devient l'orchestre symphonique. Le troisième pilier, et c'est peut-être le plus crucial pour expliquer ce regain d'intérêt, c'est la gestion de l'eau. Dans les années 60, l'eau n'était pas encore le problème majeur qu'elle est aujourd'hui, mais les précurseurs avaient déjà noté une différence flagrante. Sous une couverture dense et organisée, le sol reste frais, même en plein mois d'août. L'évaporation est réduite de près de 80%. Pour un jardinier moderne qui fait face à des restrictions d'arrosage chaque été, c'est tout simplement le Graal. Imaginez ne plus avoir à porter des arrosoirs tous les soirs de canicule. Imaginez vos plantes qui ne flétrissent pas dès que le thermomètre dépasse 30 degrés. C'est la promesse tenue par cette technique ancienne qui revient en force. Mais alors, comment fait-on concrètement pour mettre cela en place? Est-ce que c'est compliqué? Absolument pas. Et c'est bien là toute la beauté de la chose. Tout commence par l'observation de vos déchets verts. Ce que la plupart des gens considèrent comme des déchets sont en réalité des lingots d'or pour votre jardin. Les branches broyées, les feuilles mortes, la paille bio, les restes de culture. Au lieu de les envoyer à la déchetterie, vous allez apprendre à les stratifier. Le principe est simple. On ne mélange jamais ces matières à la terre, on les dépose par-dessus. C'est ce qu'on appelle l'apport de surface. Imaginez que vous préparez un lit pour vos plantes. En bas,
Vous mettez une couche de matière riche en azote, comme du compost pas tout à fait mûr ou des épluchures. Par-dessus, vous ajoutez une épaisse couche de matière carbonée, de la paille ou des feuilles sèches. Cette couverture va agir comme un isolant thermique et un garde-manger. Les vers de terre, attirés par cette manne céleste, vont remonter vers la surface, manger cette matière et la redescendre dans leur galerie. En faisant cela, ils vont aérer le sol gratuitement pour vous et déposer des déjections qui sont l'engrais le plus riche au monde. C'est un cycle vertueux qui s'auto-entretient. Plus vous nourrissez le sol, plus le sol devient fertile, et moins vous avez besoin d'intervenir. Beaucoup de jardiniers débutants font l'erreur de croire que le paillage est une solution miracle instantanée. C'est là que la sagesse des années 60 nous apporte une nuance importante. C'est un processus de longue haleine. La première année, les résultats sont déjà visibles, surtout sur la rétention d'eau. Mais c'est à partir de la deuxième et de la troisième année que la magie opère réellement. La structure physique de votre sol change. Une terre lourde et argileuse devient grumeleuse et facile à travailler. Une terre sablonneuse commence à retenir l'humidité comme une éponge. C'est cette transformation profonde qui passionne à nouveau les Français qui cherchent une autonomie réelle. Parlons un peu de l'aspect esthétique, car c'est souvent ce qui freine certains jardiniers. On nous a appris que le potager devait être une série de rangs bien droits sur une terre bien propre. C'est une vision très militaire du jardinage. La technique que nous redécouvrons propose une esthétique différente, plus organique, plus vivante. C'est le triomphe du jardin de curé revisité. Les fleurs se mélangent aux légumes sous un tapis de paille dorée ou de feuilles brunes. C'est reposant pour l'œil et c'est surtout incroyablement efficace pour limiter les ravageurs. En créant cet écosystème complexe, vous invitez aussi les prédateurs naturels. Les carabes, ces petits insectes brillants qui adorent se cacher sous le paillis, sont les meilleurs alliés pour réguler les populations de limaces. Les oiseaux viennent picorer entre les rangs. Votre jardin devient un refuge, un sanctuaire de biodiversité qui travaille pour vous 24 heures sur 24. Une question revient souvent. Est-ce que cette technique ne favorise pas justement les limaces et les rongeurs? C'est le point qui a fait reculer beaucoup de gens dans les années 70 lorsqu'ils ont essayé de copier maladroitement ces méthodes. La réponse est dans l'équilibre. Si vous mettez une couche de paillis trop humide d'un seul coup sur un sol déjà tassé, oui, vous allez créer un hôtel 5 étoiles pour les limaces. Mais si vous suivez la méthode scrupuleusement, en commençant par aérer légèrement le sol et en apportant des matières diversifiées, vous créez un environnement où les prédateurs des limaces se développent aussi. C'est là que réside le secret. Le but n'est pas d'éradiquer une espèce, mais de créer une telle diversité que personne ne peut devenir un envahisseur dominant. L'un des aspects les plus fascinants de ce retour aux sources est l'impact sur la saveur des aliments. Les jardiniers qui ont franchi le pas témoignent tous d'une différence de goût spectaculaire. Pourquoi ? Parce qu'une plante qui pousse dans un sol vivant, nourrie par une symbiose complexe avec des champignons mycorhiziens, développe des nutriments et des arômes que les plantes nourries aux sels minéraux de synthèse ne peuvent tout simplement pas produire. Vous ne faites pas pousser juste des légumes, vous faites pousser de la santé. On redécouvre que la densité nutritionnelle de nos aliments est directement liée à la santé microbienne du sol. En soignant votre terre selon ces préceptes des années 60, vous soignez directement votre propre assiette. Revenons un instant sur l'aspect économique. Aujourd'hui, tout coûte cher. Les sacs de terreau, les engrais granulés, les produits de traitement. Cette technique, au contraire, ne coûte quasiment rien. Elle demande juste de l'observation et un peu d'huile de coude au début pour organiser ses sources de biomasse. Les jardiniers qui pratiquent cette méthode sont souvent ceux qui récupèrent les feuilles mortes des voisins, qui broient leurs propres déchets de taille, qui nouent des partenariats avec des centres équestres locaux pour récupérer du fumier pailleux. C'est une économie circulaire à l'échelle du quartier. C'est aussi pour cela que cette technique plaît tant aujourd'hui. Elle offre une forme de résistance face à la consommation forcée. Vous n'avez plus besoin d'aller au magasin de bricolage ou à la jardinerie tous les week-ends pour entretenir votre jardin. Votre jardin se suffit à lui-même. On parle souvent de révolution, mais c'est plutôt une évolution tranquille. Dans toutes les régions de France, du climat méditerranéen au climat océanique breton, cette méthode s'adapte. Dans le sud, on mettra l'accent sur l'épaisseur du paillis pour protéger de la chaleur intense. Dans le nord ou dans les zones humides, on privilégiera des matériaux plus aérés pour éviter l'excès d'humidité au collet des plantes. C'est une technique intelligente qui demande au jardinier de redevenir un observateur attentif de son microclimat. On arrête de suivre des recettes toutes faites à prise dans des manuels standardisés pour recommencer à écouter ce que le terrain nous dit. Et que dire de l'effort physique? C'est peut-être l'argument qui finit de convaincre les plus sceptiques. Le dos est souvent le premier ennemi du jardinier. Retourner la terre à la bêche est un exercice épuisant et souvent traumatisant pour les vertèbres. En adoptant la couverture permanente et le non-travail du sol, vous supprimez la tâche la plus pénible du potager.
Votre travail consiste désormais à étaler de la matière et à planter. C'est un jardinage de plaisir, un jardinage de contemplation. On passe plus de temps à observer ces plants grandir et à récolter qu'à lutter contre la terre. C'est une approche qui permet de jardiner plus longtemps, même quand l'âge avance, et qui rend l'activité accessible à tous. Certains diront alors, pourquoi si c'est si génial, on ne l'a pas fait plus tôt? La réponse est simple, le marketing. On ne peut pas vendre de la paille ou des feuilles mortes au prix fort. On ne peut pas vendre l'absence de travail. L'industrie du jardinage s'est construite sur le besoin d'acheter des solutions à des problèmes qu'elle crée souvent elle-même. En labourant, vous faites germer des milliers de graines de mauvaises herbes, donc on vous vend des outils de désherbage ou des produits. En laissant le sol nu, vous le saturez d'eau ou vous le desséchez, donc on vous vend des systèmes d'arrosage complexes et des engrais pour compenser le lessivage. En revenant à cette technique des années 60, vous coupez le cordon avec ce système de dépendance. Vous reprenez votre autonomie en tant que producteur de votre propre nourriture. Imaginez l'entrée dans votre jardin d'ici quelques mois si vous commencez aujourd'hui. Au lieu d'une terre craquelée et grise, vous marchez sur un tapis souple qui ressemble au sol d'une forêt. Vous écartez doucement ce paillis pour y planter vos jeunes plants. Et vous voyez tout de suite des vers de terre vigoureux qui s'agitent. C'est le signe que votre sol est en pleine santé. Vos tomates poussent avec une vigueur impressionnante, leurs racines s'enfonçant profondément pour aller chercher les nutriments là où les microbes les ont rendus disponibles. Vos salades ne montent plus en graines au moindre coup de chaud parce que leurs pieds restent au frais. C'est cette satisfaction-là, ce sentiment d'être en harmonie avec les cycles du vivant, qui rend cette méthode si addictive. Pour ceux qui veulent franchir le pas, la clé est de commencer petit. Ne transformez pas tout votre jardin d'un coup si vous avez des doutes. Prenez une planche de culture, un petit rectangle de quelques mètres carrés, et appliquez ces principes. Couvrez-la généreusement. Laissez passer un automne et un hiver. Au printemps suivant, faites le test. Comparez la structure de la terre sous ce paillis avec celle du reste du jardin que vous avez laissé nu. La différence vous sautera aux yeux, littéralement. C'est souvent ce premier test qui est la révélation. On ne revient jamais en arrière après avoir vu la différence entre une terre morte et une terre vivante. Il y a aussi une dimension spirituelle dans ce retour aux sources. Jardiner de cette manière, c'est accepter que nous ne sommes pas les maîtres absolus de la nature, mais ses partenaires. C'est une leçon d'humilité. On apprend à faire confiance à des processus qui existent depuis des millions d'années. Les années 60 ont été les prémices de cette conscience écologique moderne, et il est fascinant de voir que 50 ans plus tard, nous revenons à ces fondamentaux, avec une expertise scientifique qui ne fait que confirmer ce que les anciens pressentaient. La science moderne, avec l'étude du microbiome du sol, valide chaque point de cette méthode ancienne. Les champignons mycorhiziens, ces réseaux invisibles qui relient les racines entre elles pour s'échanger des nutriments et des informations, ne peuvent prospérer que si le sol n'est pas retourné. En protégeant la terre, vous protégez l'Internet de la nature. En fin de compte, si les jardiniers français redécouvrent cette technique, c'est parce qu'elle répond à toutes les questions de notre époque. Elle est écologique, elle est économique, elle est productive et elle est gratifiante. Elle transforme le potager d'un lieu de labeur en un lieu de vie et d'abondance. C'est un retour vers le futur du jardinage. Un futur où chaque jardinier devient un gardien de la terre, un petit maillon d'une chaîne immense qui vise à restaurer la fertilité de notre planète, un mètre carré à la fois. Le potager devient alors bien plus qu'un simple moyen de produire de la nourriture. Il devient une salle de classe à ciel ouvert, un laboratoire de biodiversité. On apprend à reconnaître les différents types de couvertures. On découvre que le foin n'a pas les mêmes propriétés que le broyat de bois. Le foin est très riche, il se décompose vite et donne un coup de fouet immédiat aux cultures gourmandes comme les courges ou les aubergines. Le broyat de bois, lui, est plus lent. Il structure le sol sur le long terme et favorise le développement des champignons bénéfiques qui protégeront vos arbres fruitiers et vos arbustes. Cette subtilité dans le choix des matériaux est ce qui fait passer le jardinier du stade d'amateur à celui d'expert passionné. Rendez-vous compte de la liberté que cela procure. Vous n'êtes plus l'esclave de votre jardin. Vous n'avez plus cette culpabilité de ne pas être allé désherber pendant une semaine de pluie. Sous votre couverture protectrice, les mauvaises herbes peinent à germer, et celles qui parviennent à passer sont tellement affaiblies par le manque de lumière qu'elles s'arrachent sans aucun effort d'un simple geste de la main, car la terre en dessous est restée meuble et humide. C'est un changement de vie. Le jardinage redevient un loisir créatif, un moment de détente après une journée de travail stressante, et non une corvée supplémentaire sur votre liste de choses à faire. C'est aussi une réponse concrète à l'érosion des sols. À chaque fois qu'un orage violent éclate, on voit les fleuves charrier des tonnes de boue marron. C'est la couche fertile de nos terres qui s'en va à la mer parce que les champs sont nus. Dans votre jardin, une terre couverte ne bouge pas. La pluie est absorbée, filtrée, et les nutriments restent là où ils sont utiles. Vous protégez littéralement votre patrimoine.
Chaque gramme de matière organique que vous ajoutez est un investissement pour les 10 prochaines années. Le sol gagne en épaisseur et en richesse chaque saison. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ce déclic massif dans la communauté des jardiniers en France? C'est sans doute parce que nous sommes arrivés au bout d'un modèle. Les gens ont soif de vérité et d'efficacité réelle. Ils ne veulent plus de solutions de façade qui coûtent cher et qui polluent. Ils veulent voir la vie revenir dans leur environnement immédiat. Et quoi de plus parlant que de voir un hérisson s'installer sous un tas de bois au fond du jardin, ou de voir des abeilles maçonnes s'affairer sur des fleurs qui poussent vigoureusement entre 2 rangs de tomates grâce à un sol qui déborde d'énergie? Cette méthode est un cri du cœur pour la simplicité. Elle nous rappelle qu'on peut faire mieux avec moins, pourvu qu'on comprenne les mécanismes à l'œuvre. Les années 60 nous ont légué cette pépite, et il est de notre responsabilité de la faire fructifier et de la transmettre à notre tour. On ne peut plus ignorer ces preuves. Les chiffres de rendement parlent d'eux-mêmes, la santé des plantes est incomparable, et le plaisir de jardiner est décuplé. N'attendez pas la saison prochaine pour commencer à accumuler de la matière organique. Chaque feuille qui tombe cet automne est une opportunité. Chaque tonte de gazon que vous pouvez récupérer à droite ou à gauche est une brique pour construire votre sol de demain. La révolution est en marche. Elle est silencieuse. Elle sent la terre fraîche et l'humus des sous-bois. Elle se propage de voisin en voisin, à travers les clôtures, dès qu'on voit que le potager d'à côté semble plus vert et plus luxuriant sans que son propriétaire n'ait l'air d'y passer ses journées à bêcher. En adoptant ces gestes, vous faites partie de ce mouvement de redécouverte. Vous validez des décennies d'observation de pionniers qui avaient raison avant tout le monde. Le jardin de demain ne sera pas une surface stérile et domptée, mais un foisonnement organisé et respecté. Un endroit où la vie appelle la vie, et c'est sans doute la plus belle des récompenses pour tout jardinier, de se sentir utile non seulement pour soi-même et sa famille, mais pour l'écosystème tout entier. Prenez le temps, la prochaine fois que vous serez dans votre jardin, de vous accroupir et de poser la main sur le sol. Sentez sa température, son humidité. Si vous avez déjà commencé à couvrir, soulevez un peu la protection et regardez ce qui se passe dessous. Ce petit monde qui s'agite, ces racines blanches qui s'étalent, ces minuscules insectes qui courent, c'est là que réside toute la puissance du vivant. Et vous avez maintenant les clés pour nourrir ce monde et le laisser vous nourrir en retour. C'est un pacte simple, honnête et d'une efficacité redoutable. C'est pour toutes ces raisons que cette technique des années 60 ne se contente pas de faire un retour, elle s'installe durablement comme la nouvelle norme du jardinage intelligent. On oublie souvent que le jardinage est avant tout une école de patience. Dans notre société où tout doit aller vite, où l'on veut des résultats immédiats, cette méthode nous réapprend le temps long. On plante pour les mois à venir, on prépare le sol pour les années futures. C'est une forme de méditation active. On apprend à accepter les cycles, à comprendre que la décomposition est une étape nécessaire à la naissance. Ce n'est pas parce qu'une feuille brunit et tombe qu'elle a fini son travail. Elle commence au contraire sa mission de protection et de nutrition. C'est une vision du monde beaucoup plus optimiste et cyclique que celle que l'on nous propose souvent. Un autre point intéressant à noter, c'est la résilience face aux maladies. Beaucoup de jardiniers se plaignent du mildiou ou d'autres problèmes fongiques. En évitant le travail du sol et en maintenant une couverture saine, on limite la projection de spores de champignons pathogènes qui dorment dans la terre vers les feuilles des plantes lors des pluies. Le paillis agit comme un bouclier physique. De plus, une plante qui dispose d'un réseau mycorhizien solide est bien plus capable de se défendre contre les agressions. Elle est plus forte, plus équilibrée. C'est comme si elle avait un meilleur système immunitaire. C'est cette force tranquille que l'on observe dans les jardins qui pratiquent ces méthodes anciennes. Il est aussi temps de parler de la diversité des matériaux. Ne vous limitez pas à un seul type de couverture. Mélangez les textures, mélangez les origines. Un peu de fougère pour apporter du potassium, de la consoude pour ses minéraux profonds, du carton brun non imprimé pour supprimer les herbes indésirables les plus coriaces au début, puis des tontes sèches pour l'azote. C'est cette variété qui crée la richesse. C'est comme pour nous, une alimentation variée est la clé de la santé. Pour le sol, c'est exactement la même chose. Chaque matériau apporte sa pierre à l'édifice nutritionnel. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, cette méthode est un merveilleux outil pédagogique. Au lieu de leur montrer comment utiliser des outils lourds et parfois dangereux, montrez-leur la vie sous le paillis. Apprenez-leur à reconnaître les cloportes, les mille pattes, les vers de terre. Expliquez-leur le rôle de chacun dans la grande machine de la nature. Ils comprendront bien mieux l'écologie en observant ce qui se passe sous une couche de paille qu'en lisant des livres. C'est concret, c'est vivant et c'est fascinant. Ils verront que l'on peut produire de la nourriture tout en prenant soin de la planète. C'est une leçon qu'ils garderont toute leur vie. On peut se demander si cette technique peut s'appliquer aux petits espaces ou même aux potagers en carré ou en bac. La réponse est un grand oui. Au contraire, dans un espace restreint, l'optimisation des ressources est encore plus importante.
Le volume de terre disponible étant limité, sa fertilité doit être maximale. La couverture permanente permet de maintenir un taux d'humidité stable dans les bacs qui, d'ordinaire, sèchent très vite. C'est une solution idéale pour les jardins de ville ou les balcons potagers. On peut utiliser du broyat de coco ou des copeaux de bois fin pour un rendu plus soigné si l'on souhaite, tout en conservant les mêmes bénéfices biologiques. La transition vers cette méthode demande un petit effort mental au début. Il faut désapprendre certains réflexes. Il faut accepter que notre jardin ne ressemble pas tout à fait à celui du voisin qui passe la tondeuse tous les samedis et qui bine ses allées tous les dimanches. Mais dès que vous verrez vos premières récoltes, dès que vous goûterez ces légumes gorgés de saveur, le regard des autres n'aura plus d'importance. D'ailleurs, c'est souvent le voisin qui finit par venir vous demander votre secret quand il voit que vos plants de courgettes sont 2 fois plus gros que les siens malgré la sécheresse. C'est ainsi que la technique se propage, par l'exemple et par la réussite visuelle et gustative. Nous redécouvrons que le futur de l'humanité passe par une meilleure compréhension du sol. Cette mince couche de terre qui recouvre notre planète est notre bien le plus précieux. En utilisant ces méthodes héritées des années 60, nous faisons un geste politique et écologique fort. Nous choisissons de construire plutôt que de détruire. Nous choisissons de collaborer plutôt que de combattre. Et c'est sans doute pour cela que les jardiniers français sont de plus en plus nombreux à s'y mettre. Il y a une véritable fierté à produire des légumes d'une qualité exceptionnelle tout en améliorant la terre année après année. N'oubliez jamais que chaque jardin est unique. Testez, expérimentez, adaptez. Ce qui fonctionne dans un jardin argileux de Normandie sera un peu différent de ce qui fonctionne dans un jardin caillouteux de Provence. Mais les principes de base restent les mêmes. Ne pas retourner le sol, le protéger en permanence avec de la matière organique et faire confiance à la biologie. C'est la recette du succès, une recette qui a fait ses preuves depuis des millions d'années dans la nature et que nous avons simplement la chance de redécouvrir aujourd'hui, grâce aux visionnaires des années 60 qui nous ont montré la voie. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce n'est que le début. Plus nous serons nombreux à adopter ces pratiques, plus nous échangerons nos retours d'expérience, plus nous affinerons ces techniques pour les rendre encore plus performantes et adaptées au monde changeant dans lequel nous vivons. Votre jardin est une partie de la solution. C'est un acte de création joyeux et libérateur. Alors la prochaine fois que vous aurez cet élan de vouloir nettoyer votre jardin pour qu'il soit tout propre, rappelez-vous que la propreté en biologie est synonyme de stérilité. Choisissez la vie, choisissez la couverture, choisissez l'abondance. Votre terre vous le rendra au centuple. C'est la magie de cette redécouverte, c'est la force de cette technique qui traverse les époques pour nous sauver de nos propres erreurs passées. Le jardin de vos rêves n'est pas un sac d'engrais de distance, il est juste sous vos pieds, attendant que vous lui donniez de quoi s'épanouir naturellement.